Alors justement, moi, ça va bientôt être l'heure de l'apéro, donc ça tombe bien, on va parler un petit peu de food. Et donc je suis Jérôme Cellier, je suis cofondateur de Digital Food Lab, qui est un collectif des acteurs de l'innovation numérique dans le secteur food, qui a pour deux missions. La première étant de fédérer ces acteurs, donc que ce soit des startups ou des acteurs historiques qui ont opéré un virage numérique. Voilà. Et la deuxième mission, c'est de faire des événements de manière à faire la promotion de cette innovation numérique dans le secteur food à la française, donc auprès de différents publics. Grand public, acteurs institutionnels, grands acteurs, grands comptes, etc. Et on participe également à des événements comme celui auquel on assiste aujourd'hui. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais vous parler de révolution numérique, pour reprendre un peu les propos de Cyril, qui m'a précédé, mais cette fois-ci dans le cadre de la cuisine domestique. Je ne vais pas parler de restauration ou d'autres secteurs de la filière food. Je vais vous parler uniquement de l'aspect de ce que le numérique a changé dans la pratique de la cuisine domestique. On a élaboré, alors c'est un cycle qui a été déjà initié par Cédric Georgi, qui est le cofondateur de Cookening, un éminent représentant de l'écosystème dont je parlais, et qui avait fait une présentation l'année dernière sur cette thématique du food et tech. Donc j'ai repris avec d'autres personnes son approche, mais cette fois-ci, lui, où il était très linéaire, nous, on a plutôt représenté ça de façon cyclique, puisqu'effectivement, on commence par planifier son repas, acheter les ingrédients, les cuisiner, partager ou non, les déguster, et puis après, il y a une partie de suivi, d'évaluation, et le repas est terminé, et on reprend. Voilà, c'est un perpétuel recommencement. Et de ces éléments qui constituent le cycle du repas, les acteurs du numérique dans le secteur food, on peut leur attribuer un certain ADN digital qui est constitué de ces différents blocs et de ces différentes étapes dans le cycle du repas. Donc, on va faire un petit panorama France-US. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait dans les deux pays. Et on va commencer par la première étape du repas. Alors, là, je vais présenter au fur et à mesure des acteurs, des solutions qui couvrent majoritairement une partie du cycle du repas, mais la plupart couvrent plusieurs éléments. Voilà, là, je vais faire ressortir finalement ce qui mettent en avant dans leurs solutions. Et pour la partie planification, vous connaissez, comme tout le monde, je pense, ces sites et autres applications qui permettent de trouver des recettes de façon à planifier ses repas. Alors effectivement, en France, on a Marmiton, qui est le leader, et puis qui se partage la vedette avec des sites comme 750 grammes, Cuisine à Z, Atelier des chefs. Aux États-Unis, on va plutôt aller sur Yummly, Epicurious, Food Network. On a des solutions qui permettent de prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher des recettes pour constituer mon menu, je demande carrément un menu. Et là, on va me proposer des recettes. Voilà, la proposition de départ, c'est j'ai besoin d'un menu, je n'ai pas forcément d'idée. Voilà qui je suis, voilà quels sont mes goûts, mes préférences. Proposez-moi un panel de recettes et proposez-moi un menu pour la semaine avec les recettes associées, le cook, et la partie achat qui commence à être de plus en plus intégrée dans ces solutions de meal planner que sont WeCook, comme c'est illustré ici, EasyCook, la fabrique à menu de l'INPES, et aux États-Unis, on ira plutôt sur Ziplist, Kitchen Monkey, CookSmart
ou plein de tweets. Donc une fois qu'on a ces recettes, ou tout du moins le menu pour la semaine, comment va-t-on acheter ces ingrédients? Il y a les acteurs de la course en ligne, en particulier des comparateurs de prix qui permettent d'optimiser le prix de son panier de course. En France, on va trouver Prixing, Shoptimize, TopDrive, beaucoup d'acteurs qui sont en train d'émerger, notamment sur la problématique des drives. Il y a une solution en Angleterre qui a donné un petit peu le là, et il y a pas mal de solutions inspirées de cette solution qui se développent en France. Aux États-Unis, on ira sur Grocery Smart ou Grocery Pearl. Alors, j'ai oublié, mais j'ai indiqué une petite pastille qui indique finalement ce qui est plutôt hot ou pas hot, voilà, en fonction de l'orientation de cette flèche. Ça indique un petit peu ce qui est en tendance ou ce qui ne l'est pas sur, comme je le disais, ces solutions de comparateurs de prix sont plutôt en développement en ce moment. De la même manière, pour acheter ces ingrédients, il faut aussi préparer la liste de courses. Donc là, on a en France deux solutions qui sont, enfin trois. Skiroo, qui est un peu le leader, Plan de course, Hoplist. Aux États-Unis, on a Hellfinder, Grocery IQ. On a des solutions qui permettent de regrouper ces cartes de fidélité. Donc là, encore une fois, hein, on est vraiment dans une partie panorama et je vais essayer de balayer toutes les applications numériques qui se sont vraiment immiscées dans quelque chose d'un petit peu archaïque qui est la cuisine domestique. Et en France, donc on va aller sur Finme pour ces applications de cartes de fidélité, ou Fidal, Blinis, aux États-Unis, Keyring, Stockcard ou Cardstar. De la même façon, on aime bien savoir, et de plus en plus, surtout avec les scandales alimentaires qui sont arrivés récemment, on aime bien savoir, le consommateur aime bien savoir ce qu'il mange. Il y a des exemples comme Open Food Facts, qui est une base de données nutritionnelle libre, qui permet, en rentrant des informations qui sont un petit peu abscondes sur les packaging, vous savez, les numéros d'emballage ou les codes barres, ces bases de données, ces applications, elles permettent de déchiffrer. Voilà, de où ça vient, qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce que c'est que ce E400 et quelques. D'autres services sont spécialisés sur des notations sociales, environnementales. C'est le cas notamment Noteo, Shoptimize ou Megoo. De là à pouvoir notamment détecter s'il y a des allergènes ou du gluten quand on est intolérant. Aux États-Unis, on ira sur Food Essential. Et il y a l'USDA qui a une belle base de données en la matière. Donc au-delà de ces applications de notation qui sont apparues maintenant il y a quelques temps, on est plutôt sur une tendance à la stabilisation. De la même manière, pour faire ces courses, là je vous apprendrai rien, mais il y a pléthore d'acteurs des courses en ligne. On peut prendre ces solutions pour se faire livrer ses courses, éviter les tracas des courses en supermarché. Et dans ce cas-là, on va se tourner vers des enseignes de drive ou de courses en ligne. Ça a plutôt tendance à se développer. Il y a eu quelques exemples un peu malheureux. Télémarket a fermé ses portes, a été racheté par Super U, et puis au bout de 6 mois, ça s'est soldé par une fermeture. Malgré tout, notamment sur l'aspect drive, ça se développe vraiment. Et c'est encore une fois une révolution dans la mesure où les consommateurs sont vraiment en train de s'approprier ces solutions-là, y compris même des gens les plus rétifs aux solutions numériques. Voilà. Donc c'est déjà le signe que le numérique est vraiment en train de s'installer dans tous les foyers.
On a d'autres acteurs qui permettent effectivement d'acheter aussi des ingrédients, mais d'acheter d'une certaine façon, d'une façon éthique, et de vivre une expérience. Cyril en a parlé tout à l'heure, c'est la ruche. La ruche qui dit oui, qui est un bel exemple, qui se développe vraiment bien en France. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué une tendance un petit peu ascendante. Et ça se développe aussi, ces solutions de circuit court se développent aussi aux États-Unis avec des solutions comme Farmigo, Buy Local, Eat Natural ou Local Harvest. Je ne suis pas sûr. Effectivement, en France, on a les AMAP, mais ils sont encore très peu digitalisés. Donc, je n'ai pas forcément mis d'exemple français au-delà de La Roche qui dit oui, qui à lui seul trust ce créneau. On a eu aussi, et ça commence vraiment à se tasser, mais c'était vraiment le cas l'an dernier, on était vraiment sur quelque chose d'ascendant. Cette année, c'est vraiment en train de se tasser. On a les foodbox et paniers produits. Malgré ce tassement, on a eu de beaux lancements, notamment celui de Foodette. Donc, c'est des solutions qui permettent de cuisiner de façon plutôt évoluée, plutôt gourmet, sans avoir aucune compétence particulière et sans avoir rien à préparer, c'est-à-dire pas de course et pas de recherche d'informations. Donc en ça, il propose une solution assez inédite. Et en France, on a des beaux exemples. Donc Foodette, j'en ai parlé. Il y a les Comi, Cook in the World, pour manger un peu exotique. Food Discover également. Aux États-Unis, on va plutôt aller sur Plated, Blue Apron ou Good Eggs. Ce sont des services qui se développent notamment, surtout sur des zones géographiques, démographiques denses, des grandes villes. Ces foodbox on rencontre des difficultés assez évidentes à livrer dans des zones peut-être un peu reculées. Sur les produits frais, c'est un peu compliqué. Donc une fois qu'on a tous ces ingrédients, on va les cuisiner. Et si on n'a pas encore tous ces ingrédients, sachez qu'il y a aussi des applis qui permettent de cultiver ces fruits et légumes. Effectivement, je n'ai pas forcément beaucoup d'autres exemples, puisqu'il n'y en a pas non plus pléthore. Mais celui-ci en a un bon exemple. Et puis, on a d'autres solutions qui sont vraiment sur la maîtrise des techniques culinaires. Donc, ça va être des cours de cuisine, des applications de cours de cuisine qui permettent de maîtriser un savoir-faire particulier, lever un filet de dorade, parer une volaille, ou je ne sais quoi encore. Et en France, on a, là j'ai mis Look & Cook parce que c'est un des beaux exemples qui vient de faire un partenariat avec Amazon Kindle. Donc vous pouvez retrouver Look & Cook aux États-Unis sur le Kindle. Mais en France, on a de beaux exemples avec notamment Cook, l'atelier des chefs, et des applications comme Cuisine Visuelle, mais il y en a effectivement beaucoup d'autres. Aux États-Unis, on ira sur effectivement Look & Cook, Feast ou Everyday Food. De la même manière, on a vu dans la keynote précédente qu'il y avait une explosion de l'Internet des objets, la cuisine domestique est effectivement traversée aussi par ces tendances. On retrouve de plus en plus de matériel connecté qui permettent notamment là, de mesurer les calories. C'est-à-dire effectivement ce que je cuisine, quelle est la composition, quel taux de glucides, de lipides, etc. Vous mettez avec cet exemple du prep pad de Orange Chef, vous mettez les ingrédients que vous souhaitez cuisiner et il va vous sortir des graphes qui vont vous indiquer si le repas est plus ou moins équilibré, enfin plus ou moins équilibré. Voilà. Il y a d'autres gadgets plus ou moins efficients, mais Texpel ou Situ qui sont un petit peu sur le même créneau. Texpel propose de scanner carrément ce que vous avez dans l'assiette et d'indiquer sa composition nutritionnelle. Et une fois que tout ça est cuisiné, on va le déguster. Alors le déguster, pas forcément tout seul, on aime bien aussi être entouré. Et il y a aussi le numérique est arrivé aussi pour permettre aux gens de se rencontrer.
j'en ai parlé tout à l'heure, il y a Cookening qui permet de recevoir, de proposer des repas chez l'habitant et de les partager, alors avec des touristes ou des locaux. Mais voilà une autre concrétisation de ce que le numérique a apporté dans la cuisine domestique. Et en France, donc, on a effectivement Cookening qui est le leader, on a aussi Visit, Cook and Meet, Vayable et Eat With. Voilà, avec une tendance alors plutôt ascendante, mais il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont accaparés ce créneau, et pour les prochains, je pense que ça va être difficile de percer. Une fois que vous êtes invité, sûrement chez quelqu'un de Cookening, vous pouvez encore une fois mesurer les calories, alors avec des applications, hein. Il y a MyFitnessPal qui devient le leader sur cette question-là, qui est un service US, mais qui a été francisé. Vous pouvez utiliser MyFitnessPal en France, et il est associé à d'autres solutions, notamment WeThings qui est français, utilise sur la partie évaluation nutritionnelle la solution MyFitnessPal. Donc vous rentrez tout simplement, encore une fois, les ingrédients, les plats, c'est pas les ingrédients, mais les plats que vous avez dégustés, et MyFitnessPal vous permet, comme je l'ai indiqué avec son ADN, de savoir ce que vous mangez et de faire un suivi sur plus ou moins long terme de la quantité de calories ou de tel ou tel type d'aliment que vous avez pris au cours des repas précédents. Et en France, donc pas en France, mais là, Foodsie, c'est un exemple néerlandais, me semble-t-il, qui est à peu près sur ce créneau. Et il y a aussi des outsiders comme Kilocalorie, je ne sais pas comment le dire, mais là, c'est une évaluation 3D du repas. Donc, il vous indique en fonction de ce que vous lui donnez comme information, il permet de faire de la data visualisation des compositions nutritionnelles de vos repas. Donc ça, ces applications sont des compteurs de calories. Donc pour le coup, celles-ci sont des apps, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, où c'était plutôt des objets connectés. Il faut savoir aussi, dans le cadre des objets connectés, que maintenant ou dans un futur très proche, il y aura aussi des appareils qui vont vous permettre de vous dire, là, en l'occurrence avec AppyFork, si vous mangez trop vite ou pas. Alors j'ai été aussi un petit peu interpellé sur la pertinence, un petit peu sceptique sur la pertinence, mais ayant vu les démonstrations, il faut admettre que c'est assez, ça fonctionne plutôt bien, et que finalement le fait qu'on mange en moyenne beaucoup trop vite, et ça a un impact sur la santé qui est non négligeable. Donc voilà une invention pour le coup qui est française, et qui a rencontré un succès assez vif au CES Las Vegas. Donc c'est la fourchette connectée AppyFork, et honnêtement, je ne connais pas de concurrent à cette fourchette, si ce n'est une brosse à dents, mais là ça dépasse le champ qu'on s'est fixé. Donc une fois que vous avez dégusté, partagé ces repas, partagé physiquement, vous allez les partager en ligne. Alors il y a on a vu tout à l'heure qu'il y avait des sites de recettes qui permettaient d'aller, dont la proposition était d'offrir une quantité importante de contenu, de façon à pouvoir piocher des recettes de cuisine domestique très simples. Il y a des sites de recettes qui naissent, notamment Yumiam, qui lui se positionne sur un créneau plus gourmet. Donc là, on est vraiment, la proposition, c'est pas forcément d'offrir une grosse quantité de recettes, mais des recettes très choisies, avec une communauté qui a ses valeurs et une approche plutôt foodie de la cuisine domestique. Et la qualité notamment des photos de recettes font qu'il y a un niveau qui se maintient, et
y a une sorte de barrière à l'entrée si on est mauvais photographe culinaire. Voilà. Donc il y a encore de la place pour des sites de recettes, malgré les gros sites les grosses propositions dans le secteur. Il y a un autre challenger qui s'appelle My Cook Diary, qui a une proposition différente. Lui, voilà, il propose aux utilisateurs de partager ses recettes uniquement dans un cadre privé. Et puis aux États-Unis, on ira plutôt sur Snapguide ou Pinterest. Pinterest, dont 60%, je pense, des contenus sont concernés par le food et drink. C'est, à mon avis, je pense une surprise. C'était pas forcément prévu pour ça, mais au niveau stratégique, la Pinterest est en train vraiment de prendre la question à bras le corps. Voilà, c'est une grosse plateforme de partage sur des photos food, et notamment de desserts. Une fois qu'on a partagé ça en ligne, il faut l'analyser, il faut le mémoriser. Et là aussi, il y a des solutions. Alors Evernote, je pense que certains d'entre vous doivent connaître ça, c'est une solution de capture d'informations. Et ils ont, face aux utilisateurs, face aux demandes des utilisateurs, développé Evernote Food qui permet de mémoriser des recettes qu'on aurait faites à la maison ou des recettes qu'on aurait trouvées sur le web. Et Evernote Food permet de se constituer en quelque sorte son livre de cuisine un peu personnel qu'on peut partager en petits comités. Ça permet aussi de mémoriser des bonnes adresses qu'on aurait fréquentées. Et en France, bon, il y a eu le Foodle, mais qui s'est soldé par petite crise avec les blogueurs qui proposaient, donc le Foodle est une plateforme qui est toujours en ligne, mais qui devait être associée à une tablette. Là, ils ont réorienté, c'est le groupe Seb qui avait édité cette solution, et le Foodle permet de publier, de partager des recettes, un petit peu comme My Cook Diary qu'on a vu tout à l'heure. Aux États-Unis, on ira sur Foodfolio, King Gradient, qui lui propose toujours une tablette à utiliser dans la cuisine, et Paprikap. Dans cette analyse, on peut aussi utiliser des solutions qui permettent de se motiver dans son régime. Il y a des plateformes, on va dire, de diet game qui permettent de gamifier son régime. Donc là, vous enregistrez tous les progrès que vous pouvez ou non progrès que vous aurez fait. Mais en tout cas, il faudra les partager si vous voulez gagner le jeu. Et il y a d'autres solutions comme Gympact, Skinio, Wage ou Régime entre amis qui va arriver bientôt en France. Et dernier exemple, on a encore une fois, on parlait d'objets connectés dans la cuisine. Là, ce sont les objets connectés qu'on a sur soi qui permettent de recueillir des données. Donc une fois que vous aurez mangé, partagé des repas, vous pourrez mesurer l'activité physique que vous avez fait et qui s'équilibre par rapport à ce que vous aurez pu manger. Donc en France, on a une belle société qui s'appelle WeThings qui fait de très bons produits. Il y a Garmin, TomTom qui se positionne aussi là-dessus. Et aux États-Unis, c'est plutôt Fitbit, Jawbone ou Fuelband de Nike. Pour conclure, là on a vu côté consommateur comment ça se passait, mais côté business, qu'est-ce que ça donne? Puisque finalement, là je vous ai fait un panorama France-US. Qu'est-ce qu'il en est de toutes ces boîtes qui sont derrière ces solutions? Je vais prendre un exemple particulier, c'est deux exemples particuliers, c'est Ziblis qui est américain et WeCook. Bon, les deux sont de solutions qui sont assez différentes, mais qui ont l'ambition
d'être en quelque sorte des ERP de la cuisine domestique, c'est-à-dire qu'ils veulent fédérer un petit peu toutes ces solutions de façon à pouvoir donner une solution globale sur l'ensemble du cycle du repas. Et aux États-Unis, voilà comment ça se passe pour une société comme Ziplyst, créée en 2008, valorisée à 4,5 millions de dollars, rachetée par un grand groupe de médias américains qui s'appelle Condé Nast, qui a des grands noms de la presse magazine culinaire, comme Bon Appétit notamment. Et au niveau contexte, la société a pu se développer très rapidement parce qu'elle faisait des partenariats avec des blogueurs cuisine, des sites de recettes, et il y avait profusion d'API de distributeurs. Donc une API, c'est un jeu de données ou de fonctionnalités qui permet à des applications de les utiliser, et chacun fait ce qu'il a à faire de mieux. Voilà. Aux États-Unis, les distributeurs mettent à disposition des données sur les références qu'ils proposent, et ça permet à des applications de développer un service au-dessus de ces données-là et de proposer une solution un peu innovante. Donc c'est ce qu'a fait Ziplyst, parce qu'il y avait ces données-là. Il y a notamment des données open source avec Supermarket API ou des API de recettes comme l'API de AllRecipes. De l'autre côté, une société comme WeCook, créée en 2010, quand elle lève des fonds, la dernière levée, c'est 400 000 euros, donc beaucoup plus modeste. Le contexte, c'est ils ont été confrontés ils ont dû abandonner, on va dire, les partenariats avec des food blogueurs, parce qu'en France, on a encore un rapport un peu particulier par rapport à la position du blogueur, à la valorisation de son contenu. Et c'est très difficile de faire des partenariats, à moins qu'on soit une grande marque, avec des blogueurs. Et il n'y a pas d'API distributeur en France, du moins pas encore. C'est en train de changer, mais on est quand même assez en retard par rapport aux États-Unis là-dessus. Et WeCook s'est retrouvé en compétition avec un acteur public, puisque l'INPES a développé son propre menu planeur quasiment en même temps. Bon. Donc malgré tout, WeCook continue à se développer, à bien se développer. Par contre, ça pose une question, c'est-à-dire, voilà, demain, quels seront les grands acteurs ? Il y a des acteurs qui sont peut-être un petit peu inattendus, mais qu'il va falloir surveiller de près. Notamment Amazon, qui commence aux États-Unis à proposer Amazon Fresh, alors toujours dans des zones géographiques, démographiques très denses. Mais Amazon ne livre pas que des produits culturels, des DVD, Blu-ray, et bouquins et autres objets. Maintenant, Amazon se lance dans les produits frais. Et avec une capacité à recueillir, traiter des données et à pouvoir faire des listes de courses prédictives. Donc, c'est un acteur à surveiller. Et l'autre, effectivement, sans surprise, ça va être Google, qui a déjà édité un filtre de recettes et qui, peut-être demain, via son service Google Shopping Express, pourra vous livrer des produits frais. Donc la question, c'est, voilà, par rapport à ce constat-là, je conclurai là-dessus. En France, on a réussi, à grand renfort de moyens, à inscrire le repas gastronomique des Français au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme si c'était une pièce de musée. J'ai rien contre, c'est très bien, hein, vaut mieux ça que rien du tout, mais ça muséifie un petit peu finalement la cuisine domestique à la française, alors qu'on est quand même leader sur cette question-là. Voilà, je poserai cette question-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? Et là, j'interpelle peut-être aussi des pouvoirs publics ou des acteurs privés, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux de façon à avoir une vraie cuisine domestique connectée à la française ? Voilà, c'est une question peut-être à réfléchir. Est-ce qu'on aide vraiment les acteurs du numérique en France sur cette question-là à garder un avantage peut-être concurrentiel, puisqu'il y a d'autres acteurs qui vont venir d'ailleurs, et notamment des États-Unis, qui vont arriver de façon assez massive. Voilà, et je vous remercie pour votre attention, et vous pourrez consulter cette présentation sur le compte SlideShare de Digital Food Lab. Je le tweeterai tout à l'heure sur mon compte Twitter JCelier. Voilà, merci beaucoup de votre attention.